Bonjour tout le monde, on est déjà au 3e épisode et avant toute chose je voulais vraiment énormément vous remercier parce que tous les jours je reçois des messages d'encouragement par rapport à mes vidéos et ça me fait vraiment profondément plaisir. On a franchi les 100 abonnés en 2 semaines, c'est juste incroyable alors que je pars de rien. Et quoi de mieux pour fêter ça qu'une vidéo que vous attendiez tous, la naissance des GT et des supercars. Allez, c'est parti! Remettons-nous dans les années 20. Le catalogue de voitures de prestige comprend globalement 2 catégories. Les voitures longues pour les conforts et les voyages, et les voitures courtes pour le sport et les grands prix. Chez Bugatti par exemple, vous pouviez acheter la Bugatti Type 35, la voiture de course idéale, ou alors la Type 41 Royale pour les voyages et traverser les pays confortablement. Chez Bentley, c'était alors la 4,5 litres ou la 8 litres, et chez Mercedes, la SSK ou la 710 SS. Avec les années, il a donc fallu trouver un modèle intermédiaire pour allier le sport et le voyage. Et c'est après la Deuxième Guerre mondiale que ce type de voiture va voir le jour. Après 1945, il faut économiquement et psychologiquement reconstruire l'Europe. 2 éléments vont alors permettre de faire rêver les gens, la télévision et le cinéma. Cela crée de nouvelles idoles qui voyagent entre les continents grâce à l'avènement de l'avion à réaction. C'est ce que l'on a appelé la Jet Society, ou plus communément la Jet Set. Ces stars vont alors exposer leur mode de vie à la presse people et désormais les villas et yachts s'exhibent. Le couple idéal doit voir la femme s'habiller avec du Christian Dior pendant que l'homme flâne au volant de sa GT pour s'illustrer lors des plus belles soirées. Ce mode de vie va trouver un nom, la Dolce Vita, un terme né en 1960 du film franco-italien éponyme. Mais pour voyager avec madame, la voiture de course n'est pas vraiment idéale. Et se faire conduire par un chauffeur n'est pas jugé assez sexy. C'est ainsi que les constructeurs vont élaborer une nouvelle catégorie de voitures, la GT. Le nom tire ses origines de l'Angleterre du XVIIe siècle. À cette époque, la riche jeunesse anglaise a pour tradition de découvrir la France, ce qu'ils vont appeler The Tour of France. Puis en 1750, les voyages s'élargissent à l'Europe et le terme va se transformer en The Grand Tour. Et les anciens présentateurs de Top Gear vont utiliser ce nom pour leur nouvelle émission. Le terme va ensuite être traduit par les différents pays traversés pour donner en France Grand Tourisme et Gran Turismo en Italie. C'est ainsi que naît l'acronyme GT. C'est en 1951 que l'on découvre la première voiture Grand Tourisme, la Lancia Aurelia B20 GT. Très vite, les constructeurs italiens surfent sur la tendance. Alfa Romeo lance la Alfa Romeo 1900 Super Sprint, Fiat la Autovo, pendant que de leur côté, les Anglais dévoilent l'Aston Martin DB Mark III et les Allemands lancent la BMW 503. En 1959, la Fédération internationale de l'automobile que l'on appelle FIA crée la catégorie GT pour la course automobile. Ayant peur de ne pas attirer suffisamment de monde, la FIA autorise les véhicules à avoir de gros moteurs puissants. Et c'est à cette époque que naît la lignée des Ferrari 250, dont la voiture la plus chère du monde, la 250 GTO. La GT a alors évolué avec le temps. Au début une voiture pour voyager, elle a dû être performante et s'adapter à son propriétaire pour être un objet lifestyle. Le but n'est pas de les conduire vite, le potentiel et le rôle de mise en scène que joue la voiture satisfont entièrement ces stars. Et quand en 1964, le cinéma met Sean Connery au volant de l'Aston Martin DB5, la GT prend l'âme d'une voiture d'un agent secret séducteur. Le Suédois Volvo dévoile lui aussi sa GT, la Volvo P1800. Mais ce sont globalement les Italiens qui dominent la catégorie, avec la Lamborghini 350 GT, l'Isogrifo et la Maserati 3500 GT. Mais très vite, l'homme élégant va laisser place à l'homme courageux qui risque sa vie derrière son volant. En 1959, Jacques Brabham devient champion du monde de Formule 1. L'événement est historique, parce que depuis des années, John Cooper mise sur une architecture de voiture qui sort de l'ordinaire. Le moteur central arrière. Il n'est désormais plus à l'avant, mais derrière le conducteur, sur les roues arrière. Avec les années, la technologie se peaufine, et Jacques Brabham devient alors le premier pilote champion du monde au volant d'une voiture de ce type, une Cooper T51. Les concurrents, au vu des performances de la voiture, vont donc s'en inspirer, et les voitures de course vont finalement adapter cette architecture à l'image de grands noms comme Ferrari et Porsche, avec la 250p et la 904. Mais celle qui va surtout marquer l'histoire, c'est la Ford GT40 des 24 heures du Mans. La voiture qui va vite et qui gagne des courses est alors un moteur arrière. Ferruccio Lamborghini va le comprendre et sera le premier à adapter cette architecture sur une voiture de route.
Avec la complicité du carrossier Bertone, Lamborghini va mettre au monde la première supercar, la Miura. La Miura révolutionne le monde de l'automobile sportive. Le déplacement du moteur vers l'arrière fait disparaître la grosse calandre pour laisser place à une fine et élégante bande noire. La position de conduite est désormais allongée, comme dans une vraie voiture de course. À y regarder de plus près, la Miura est une voiture basse, large et à l'intérieur on n'y voit strictement rien. Sans parler des 300 km/h que seuls les fous vont tenter à son volant. La supercar devient alors une voiture inspirée par la course automobile, c'est-à-dire absurde à la limite du ridicule. Mais cela va permettre aux voitures de se libérer des préjugés stylistiques et elles vont ainsi devenir extravagantes. La fonctionnalité n'est plus maîtresse du design et désormais le style n'a plus de limite. En 1967, le Salon de Genève devient le théâtre d'une présentation extraordinaire. Nous sommes en pleine guerre froide, les États-Unis et l'URSS se lancent dans une course spatiale qui va permettre de découvrir les trous noirs. Le designer automobile Marcello Gandini décide alors de s'en inspirer et d'apporter une touche de science-fiction dans ce monde automobile trop terre-à-terre. C'est ainsi que Lamborghini présente l'OVNI Marzal, une œuvre d'art qui interpelle par son style futuriste. Son design va au-delà de la forme. Désormais, les couleurs et matières vont jouer un rôle primordial. Gandini a alors l'idée de cacher un maximum d'éléments avec la couleur noire pour mettre en lumière la carrosserie et l'incroyable intérieur argenté. Marcello se lance alors dans la création de voitures incroyables et en 1968, c'est l'Alfa Romeo 33 Stradale qui passe entre ses mains pour donner l'Alfa Romeo Carabo. La voiture est ultra plate avec un avant en biseau d'où émerge le pare-brise qui finit sur le capot arrière. Cet avant en coin bouleverse complètement les principes esthétiques de l'époque. Et pour comprendre comment cet angle est apparu sur les voitures, il faut se pencher sur le côté technique. Dans les années 60, les voitures vont de plus en plus vite. À haute vitesse, elles sont instables et commencent à décoller. Aux États-Unis, 2 pilotes décident alors de créer leur propre voiture sous le nom de Chaparral. Le nom d'un oiseau du Texas aussi appelé Roadrunner. Je suis sûr que vous connaissez. Ah là tout de suite c'est plus clair. Jim Hall et James Sharp vont alors piocher dans l'aéronautique pour développer des ailerons qui vont permettre de plaquer la voiture au sol. Le principe est simple, une aile d'avion permet à celui-ci de s'envoler. En inversant cette forme, on développe alors une force qui se dirige vers le sol qui permet d'appuyer la voiture sur la route. Et les deux Américains vont littéralement mettre une aile d'avion sur leur voiture de course. Pour faire fonctionner cette aile, il faut de l'air. Beaucoup d'air. Ils optimisent alors la forme de la voiture en rapprochant l'avant du sol pour qu'un maximum d'air se dirige vers cette nouvelle pièce. Et c'est ainsi que la Chaparral 2E révolutionne la course automobile. Le gabarit de la voiture prend alors une forme de triangle et l'avant en coin va être synonyme d'aérodynamisme et de vitesse. Cette forme en coin inaugurée par les Américains va donner des idées à l'italien Giorgetto Giugiaro. Avec la Bizzarini Manta, il innove dans la façon de concevoir la ligne d'une voiture. L'avant, le pare-brise, le toit et l'arrière s'inscrivent dans une seule et unique ligne. En 1970, les deux grands carrossiers italiens Bertone et Pininfarina vont interpréter ce style à leur manière en confrontant deux visions de concept, la Stratos Zero et la Ferrari Modulo. Un an après, le grand rival de Ferrari exploite cette unique ligne sur la remplaçante de la Miura. Bertone et Lamborghini dévoilent alors un véritable ovni sur route, la Countach. Par son design, la Countach impose le respect et fait preuve d'un caractère stylistique inédit. Conduire cette voiture devient alors un défi. Et juste pour une marche arrière, c'est déjà n'importe quoi. Mais malgré ses défauts, elle deviendra l'icône de ce qu'est aujourd'hui le style Lamborghini, des voitures dessinées en une ligne qui a donné naissance à la Diablo, la Murcielago et la Ventador. Les années 70 verront alors les voitures perdre leur visage avec un capot aplati et des phares rétractables, à l'image des Ferrari 365 et 512 BB. Ailleurs aussi, l'avant s'affine. BMW dévoile la M1, Aston Martin la Lagonda, Lancia la Stratos, et même James Bond va troquer son Aston Martin pour une Lotus Esprit. Ce style plaît, et encore aujourd'hui, il est utilisé sur une voiture qui a fait débat, le Tesla Cybertruck, dont le concept est fortement inspiré d'un projet de Curtis Brubaker de 1978. Pour résumer, la Jet Set avait besoin d'une voiture rapide pour voyager. Les constructeurs ont alors créé des GT qui vont devenir l'emblème de l'homme séducteur. Mais l'homme doit affirmer sa virilité, et c'est au volant d'une supercar qu'il va pouvoir exprimer sa bravoure. La conquête spatiale va alors inspirer les designers qui vont donner l'illusion à leurs propriétaires d'être des astronautes de la route. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes plus GT ou supercar, ça me donnera peut-être des idées pour de futures vidéos.
On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Petit pouce, portez-vous bien, allez ciao.